commencer. Merci à Alexandre Dunois de nous faire l'honneur de sa présence ce soir. On me présente en tant que Français, peut-être plus encore en tant que philosophe, et qui va nous parler justement de notions assez politiques. Je n'en dis pas plus, je vous laisse la parole, merci. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je remercie la mairie qui nous a permis d'obtenir cette salle et que nous puissions nous retrouver tous ensemble. La mairie qui, par ailleurs, est une institution assez particulière, car dans tous les régimes, et à peu près sur tous les continents, les assemblées de villes, telles que la mairie l'organise, perdurent. Et si on prend l'exemple des mairies, dans l'Ancien Régime, elles étaient déjà présentes. Il y a eu la Révolution, même après la Terreur, les mairies étaient toujours là. Donc prenez soin de vos mairies, parce que quelle que soit la forme du régime, elle va survivre. C'est très probable. Ce n'est pas le cas de tous les régimes. Il y a une condition, c'est que les hommes soient édifiés. S'ils ne sont pas édifiés, alors le régime dévie. Il faut avoir un minimum d'éducation, un minimum de maturité, notamment sur les questions politiques. Et lorsque l'on discute de politique, les sujets sont le plus souvent graves. Lorsqu'on décide, par exemple, de délibérer si on va ou non partir faire la guerre, on ne va pas demander la question à tout le monde. Lorsque une nation se fait attaquer, on ne va pas demander l'avis au peuple. Avez-vous envie de vous défendre ? Ceux qui gouvernent prennent l'initiative de défendre. Le peuple, lui, il est amené à obéir ce que les chefs conviennent d'entreprendre parce que les circonstances appellent à ne pas délibérer trop longtemps et à ne pas demander l'avis de tout le monde. Par ailleurs, Aristote met en garde sur le fait que la plupart de ceux qui interviennent sont privés de méthode et donc leurs propos nous prennent du temps et indisposent les esprits. Donc comme ça, il y a une sorte de mise en garde où il va falloir filtrer finalement lorsqu'on débat de certains sujets dans le domaine de l'action, éthique, logique, politique, rhétorique. Tous ces domaines-là, il faut avoir des esprits en face de soi avec qui on a un écho méthodique, c'est-à-dire qu'ils vont comprendre la tournure d'esprit, pourrions-nous dire. Et il convient de reconnaître qui sont ces personnes pertinentes avec qui nous allons pouvoir discuter, avec qui nous allons pouvoir lire des écrits, et puis ceux que nous devrions éviter. Il y a une réelle vigilance. Et Aristote appelle l'homme grave celui qui se respecte et qui n'accorde pas certaines choses, en accorde d'autres, et qui sait se tenir selon le mérite des gens. Ça veut dire que lorsque vous allez envisager la question politique, que vous êtes cet homme grave que décrit Aristote, que vous articulez ces enseignements, vous savez que la vigilance pour délibérer, c'est-à-dire poser la question de ce que nous ferons, c'est sur ce que l'on fera que l'on délibère, nous dit Catilien, il va falloir un support, une sorte d'échange commun. Et pour Aristote, ce sont les doctrines, les bonnes doctrines. Alors le mot est très péjoratif aujourd'hui, dans sa définition première. Le docte, c'est celui qui sait, et la doctrine, c'est celle qui énonce ce que celui qui sait veut nous faire partager. Donc la doctrine est une bonne chose en soi, si la doctrine est vraie. C'est tout le problème. Il va falloir donc que l'on trie aussi bien les personnes avec qui on va discuter que les doctrines qui les animent. Alors que nous dit Isocrate, qui est le véritable professeur d'Aristote, il faut infiniment mieux être suffisamment instruit des choses essentielles que de connaître parfaitement des choses inutiles et avoir quelque supériorité sur les autres dans des objets intéressants plutôt que de briller dans de pénibles bagatelles. Premier point. Aristote renchérit, c'est-à-dire qu'il a reçu cet enseignement et il précise. Certes, il n'est pas douteux que la jeunesse doive être instruite des arts utiles, qui sont absolument indispensables. Mais d'un autre côté, il est manifeste que l'enseignement ne doit pas porter sur tous les arts utiles. Donc, on va filtrer, là encore. Lorsqu'on est amené à gouverner, à prendre des initiatives, on va apprendre les arts utiles. Et ça va être la naissance d'une éducation spéciale. C'est le terme qu'emploie Aristote. Et le premier point, absolument fondamental, que soulève Aristote dans cette éducation spéciale, c'est la méfiance contre les idées. Alors, aujourd'hui, on nous apprend que les idées, c'est presque la seule façon de faire de la philosophie. Et que dès que l'on se met à penser quelque chose, finalement, on ne fait qu'exprimer son idée. Ça, c'est un excès de langage qui est, on va dire, nous en sommes victimes suite aux Lumières, qui mettent des idées partout. Et c'est l'idéalisme. Euler, qui est un mathématicien et philosophe qui écrivait à une princesse quelques textes pour la sensibiliser à la question philosophique, la mettait en garde contre ces philosophes idéalistes
qui finalement perdent de vue qu'il y a des choses qui sont réelles, dont nous devons tenir compte de l'essence, et ne pas les élever en simple abstraction. Et en politique, c'est exactement ce qu'il faut faire, rester concret, terre à terre, nous dit Cicéron, qui mettait aussi en garde contre les idéalistes. Alors, Platon, lui, n'est pas du tout d'accord. Platon, lui, c'est l'idéaliste en chef, en quelque sorte, historiquement, et il considère, je cite, qu'il faut beaucoup, mon cher, que la philosophie consiste à tout apprendre et à s'appliquer à tous les arts. Donc on n'est pas dans la démarche que je viens d'énoncer, où on va filtrer, on est plutôt dans une démarche où on va rester ouvert d'esprit et s'intéresser à tout. Mais si on s'intéresse à tout, on s'intéresse aussi à l'erreur. Ça, c'est pas concevable dans un système réaliste. L'erreur ne mérite pas que nous lui donnions du temps, sauf le temps requis pour la réfuter. Platon, lui, va aller plus loin puisqu'il propose que l'on peut s'élever à la façon d'un être divin, notamment par l'acquisition du savoir. Un savoir qui n'est pas celui que vous allez apprendre, mais celui que le monde des idées va vous souffler. Une sorte de réminiscence de la pensée, de telle sorte que vous ne pourrez pas être à l'origine, par votre propre initiative, de cet apprentissage. C'est une détermination, d'après Platon, qui vous fait apprendre ces choses. Ça n'a rien à voir avec, évidemment, la pensée occidentale. C'est un orientalisme. Mais Platon est l'un des premiers à l'avoir formulé. Et il nous dit « Et quoi, lorsqu'un orateur ou un roi revêtu de la puissance d'un Lycurgue, d'un Solon, d'un Darius, devient dans sa patrie un immortel faiseur de discours, ne se regarde-t-il pas lui-même pendant toute sa vie comme un dieu, et la postérité n'en juge-t-elle pas ainsi en considérant ses écrits ?» C'est la question que pose Platon. Alors, évidemment, Aristote réfute. Comme je vous l'ai énoncé tout à l'heure, lui, il veut filtrer, et il dit que tous les enseignements doivent tendre autant que possible à déployer chez nous la vertu. La vertu nous fait constamment choisir, dirons-nous, le parti que nous prenons en vue d'un certain but, et ce but est au fond toujours le bien. Mais si ce bien, c'est une idée, quelque chose qui n'existe pas, à ce moment-là, vous allez, dans votre pensée, essayer de trouver des moyens d'obtenir quelque chose qui n'existe pas. Au contraire, Aristote nous précise qu'en ce qui concerne ce bien que nous recherchons, et le bien politique, c'est le bien commun, je pense que vous avez tous des notions de ce que c'est, il nous dit bien, ce n'est pas l'idée du bien que nous recherchons, c'est le bien tel qu'il est dans la réalité, le bien tel que nous pouvons l'expérimenter. Or, métaphysique livre 11, les idées n'existant pas, en politique, nous n'allons pas chercher un bien qui n'existe pas. Donc cette notion de bien commun, il faut bien comprendre que ce n'est pas une idée, c'est quelque chose que nous devons acquérir dans l'action et en jouir dans l'action. Alors évidemment, cette notion d'idée, qui est récurrente dans la plupart des philosophes idéalistes et dont Aristote essaie de nous mettre en garde, y compris sur la notion de bien commun, elle va passer dans le langage. Et on a encore aujourd'hui beaucoup d'expressions, par exemple, tiens, j'ai une idée. En fait, c'est un excès de langage. C'est tiens, j'ai un projet. On va dire aussi, j'ai bien aimé son idée. Ça aussi, c'est un excès de langage. Ce qu'on signifiait, c'est qu'on a bien aimé sa proposition. Et il y a un tas comme ça de mots qui ne sont pas des idées. On pourrait utiliser le mot adéquat dans l'action, mais par excès de langage, on met le mot idée à la place. Ça, c'est à bannir absolument. Vraiment. C'est à bannir, surtout en philosophie. Aristote, lui, est très expéditif. Il dit que celui qui, en philosophie, parle avec les idées, parle de manière dialectique et vide. Donc on évite les idées en philosophie. Par-dessus, on observe, aussi bien au temps de l'Hélène, au temps de Rome, au temps des rois de France, on va voir avec l'exemple du Christ, que le plus souvent, les vertueux sont accablés par le vulgaire et que les tyrans les méprisent. C'est très récurrent comme comportement. Et même si un homme politique parvient à s'édifier, parvient à prendre les commandes d'une initiative politique et qu'en plus, il emporte le succès de cette initiative, si elle est vertueuse, elle fera l'objet de mépris. Et c'est le cas, par exemple, de grands hommes politiques qui ont réussi les projets politiques que Rome leur avait confiés, et quand ils sont rentrés, ils ont été complètement trahis par Rome, parce que la corruption avait gagné. Et ça, c'est un trait politique récurrent, c'est un risque lorsqu'on est vertueux et qu'on veut s'appliquer à faire le bien, d'être trahi par le régime lui-même. Aristote nous dit que la grande âme
pour qui les honneurs sont peu de choses, s'inquiète encore moins de tout le reste, et voilà comment les magnanimes paraissent bien souvent dédaigneux et altiers. Si bien qu'une personne qui sait édifier, qui s'exprime correctement, qui arrive à traiter les sujets graves, bien souvent le vulgaire le regarde avec un air méprisant, distant, comme si l'édification dont il faisait preuve n'était pas du tout un gage de légitimité dans son propos. Or c'est exactement l'inverse. Une personne édifiée qui a fait sa rhétorique, qui sait s'exprimer correctement, qui n'hésite pas, qui ne cherche pas ses mots, celle-là mérite d'être entendue, pour Aristote. Il dit, ainsi, se manifestent chez l'orateur les plus hautes valeurs morales. Or, les plus hautes valeurs morales sont les mêmes pour les particuliers et les collectivités. Donc il faut s'édifier l'âme de façon individuelle pour envisager d'être légitime à traiter les questions qui concernent la collectivité. Si bien qu'il y a un ordre dans les disciplines à apprendre. Au début, on apprend l'éthique. L'éthique qui permet de prendre la mesure de nos actes individuels. Ceci s'insère dans un système plus large, qui mélange plusieurs disciplines. Et on aura donc besoin de la logique. La logique qui a son propre mode de fonctionnement. Comme dit Cicéron, elle ne rend pas les dialogues plus agréables, mais elle les rend crédibles. Ce qui est déjà une qualité que l'on recherche. Ensuite, puisque ces valeurs morales sont les mêmes pour les particuliers et les collectivités, il ne faudra pas distinguer la morale particulière de la morale politique. Et souvent, quand je lis des commentaires du Prince de Machiavel, il s'imagine que Machiavel parle d'une vertu politique qui serait distincte de la vertu individuelle. C'est faux. Machiavel traite bien d'une vertu qui se partage aussi bien dans l'intimité qu'en public, mais il va falloir choisir la vertu pour agir. Et ça, c'est un premier courage. Que sous sa bannière, la commune patrie ressaisisse son ancienne splendeur, virtu contra furore. Ça, c'est Machiavel. Donc vous voyez, j'ai pris évidemment un grand écart entre la période Renaissance et la période antique, pour que vous puissiez voir que c'est la même pensée, avec la même intention de mettre au pouvoir un homme vertueux. C'est important. Et cela même en temps de crise. Comme dit Tacite, il arrive un moment où bons et méchants, pour des motifs différents mais d'une ardeur égale, désirent tous la guerre. Et pourtant, il va falloir gérer cette crise. Alors c'est arrivé évidemment il y a quelques siècles, mais ce qu'il décrit là, si vous y réfléchissez, c'est une configuration récurrente en politique. Lorsque cette confrontation s'avance avec conviction sur un peuple, il peut se laisser mourir ou être trompé de la réalité qui le menace. Ainsi l'homme circonspect, ne sachant point être impétueux quand il le faudrait, est lui-même l'artisan de sa propre ruine, nous dit Machiavel. C'est exactement la même chose pour celui qui ne veut pas s'instruire, qui ne veut pas se former. Aristote utilise un terme particulier pour ces gens-là. Il les appelle les esclaves naturels. Ils sont esclaves de leur ignorance, dominés par leur passion, ils ne veulent pas apprendre, ils ont la flemme en quelque sorte, et de fait, ils n'arrivent pas à s'édifier comme ils le devraient. Mais ils l'ont voulu. Ils sont volontairement esclaves de leurs conditions. Certains même entretiennent cette situation. Certains, on aura beau leur dire 10 fois qu'il faut lire l'Éthique à Nicomaque, à la 10e fois, ils ne l'auront toujours pas ouvert. Lorsqu'on en arrive à ce point, on sait que ça va mal se passer. À ce moment-là, stupide dissimulation qui défère le remède sans ajourner le mal. S'il eût avoué et pris conseil, il lui restait de l'espoir et des ressources. En feignant que tout allait bien, il aggravait le péril par le mensonge, il disait Tacite. Et là, on voit que lorsque celui ou ceux qui dirigent ne veulent pas regarder la vérité en face, qu'ils se déconnectent de la réalité, c'est mécaniquement qu'ils rentrent pour se justifier dans une logique idéaliste. D'accord ? C'est-à-dire que les idéalistes étant déconnectés de la réalité, ils n'ont plus la rectitude méthodique, ils n'ont plus l'observation factuelle et l'expérience confirmative comme argument, donc ils vont nourrir comme argument des concepts abstraits qui n'existent pas. Alors on va en aborder quelques-uns, ne vous inquiétez pas, ce sera l'occasion de vous donner quelques petits exemples. C'est récurrent, c'est-à-dire qu'on les utilise encore aujourd'hui, mais c'est des choses qui n'existent pas en fait. Alors face à toutes ces tensions rhétoriques finalement, il convient de s'édifier soi-même pour ne pas se tromper lorsqu'on énonce des propositions sur ces sujets, mais aussi pour ne pas être trompé par ceux qui sont idéalistes, déconnectés de la réalité, mais très sûrs d'eux, très convaincus que leur idée est la bonne. Déjà, si vous entendez quelqu'un de droite comme de gauche qui vous dit « je vais vous parler de mes idées politiques », vous avez un indicateur sûr et puissant qu'il n'est pas formé à la politique. Et je dirais même que c'est un critère pour certains régimes que de sélectionner parmi les gens qui vont s'exprimer uniquement des personnes qui ont la tournure d'esprit idéaliste, une sorte de déviance commune, et si tout le monde a cette déviance-là et d'autres, vous allez pouvoir reconnaître la folie des poètes. Ce n'est plus de la politique, c'est de la folie des poètes. Et Ménandre, dans les Monostiques,
nous rappelle que la plupart de nos malheurs viennent de ce que nous n'avons pas réfléchi. Et de la même façon, lorsqu'on écoute quelqu'un, si on ne réfléchit pas à est-ce que ce qu'il me dit est vraisemblable ou pas, est-ce que cela mérite d'être entendu finalement, eh bien, sans cet effort, nous perdons notre vigilance et nous devenons à notre tour esclaves naturels. C'est terrible, hein ? La raison a besoin d'être dans un état d'alerte que la méthode lui procure et qu'on ne trouve pas dans les enseignements idéalistes. Alors, je ne vais pas pouvoir vous initier à la pensée droite entièrement, évidemment, dans cette conférence. Je vais donner quelques bons exemples d'enseignements qui sont récurrents, des choses qui ne sont pas forcément enseignées dans nos universités et qui sont pourtant stratégiques pour avoir la pensée droite. Et je vais prendre juste deux notions. La première, c'est la différence entre les opposés et les contraires. La deuxième notion, c'est la maïeutique, les marches pour accéder à la sagesse. Et lorsque nous aurons vu ces exemples de bons enseignements, nous aborderons ensuite 4 déviances idéalistissimistes dans les institutions que l'on va pouvoir aborder succinctement. Alors, quelques exemples de bons enseignements. Les opposés fonctionnent par 2, les contraires par 3. Et l'idéalisme, le plus souvent, ne traite que des opposés. C'est un peu, si tu n'es pas de droite, tu es de gauche. Donc là, on est en phase d'opposition. Les contraires, eux, fonctionnent par 3. On est dans une articulation où, finalement, les 2 termes en opposition peuvent rencontrer une issue qui n'est ni l'une ni l'autre. Je donne un exemple simple. Une table, elle peut être bien proportionnée, dans la juste mesure, ou elle peut être trop grande ou trop petite. Et vous voyez qu'entre le grand, le petit et le moyen, il y a un système ternaire, donc on est dans un système de contraires. Alors je vais vous en donner d'autres en pêle-mêle, évidemment ce n'est pas les seuls qu'il y a, mais ça permet d'avoir la tournure d'esprit adéquate. On a le possible et l'impossible, le 3e contraire sera l'accessible. On a l'amplification et la dépréciation, le 3e contraire sera la préservation. Le plus et le moins, le 3e contraire sera l'égal. L'universel et l'individuel, le 3e contraire sera le commun. Le fait existant et inexistant, et nous avons le devenir. Tout cela s'articule entre eux. Il faut bien reconnaître ces choses-là, parce que lui, l'idéaliste, il ne fait pas ces variantes. Il ne comprend pas ça. Ce n'est pas dans sa logique. Pour lui, c'est plus ou c'est moins, il n'y a pas d'égal. Ou alors c'est égal et que égal. On ne peut pas moduler un peu l'égal. Notamment, on lit tous les idéalistes, que ce soit Platon, Hegel, Heidegger, Nietzsche, enfin tous ces gens-là, ce sont des gens qui sont dans un système finalement très dichotomique dans leur description, et c'est flagrant en matière politique. Donc j'ai donné ça comme exemple, mais il y a plein de règles à connaître, de principes. Les principes, contrairement aux règles par exemple, c'est une des explications, les principes ne font jamais exception, alors que les règles font toujours exception. Il y a toujours une exception à une règle, y compris aux lois de Dieu. Quand Dieu dit « tu ne tueras pas », d'accord, mais exception faite de la légitime défense. Je suis légitime à me défendre tout de même. Et je n'ai pas à être puni par la justice, parce que l'état de nécessité m'oblige, finalement. Alors, lorsqu'on est dans un régime équitable, évidemment, tout ça sera pris en compte. Mais lorsqu'on est dans un logiciel idéaliste qui mène à la tyrannie, la justice ne fait plus ces nuances. Et elle va saquer, tiens, tu n'as pas suivi la loi, donc tu payes. Voilà. Et donc, c'est l'une des déviances que l'on va aborder, c'est le légalisme. Mais avant cela, il va falloir s'édifier, accumuler le savoir utile. Et pour atteindre cette sagesse qui nous est utile en politique, il y a 4 notions. 4 notions qu'il va falloir cultiver volontairement. C'est-à-dire qu'il va falloir se concentrer, le faire et prendre du temps. Il ne va pas falloir attendre que le temps nous vienne. Il va falloir le prendre. Ça veut dire que là, il y a vraiment un esprit d'initiative. La première notion, c'est la curiosité. Il faut être curieux de son environnement. Celui qui ne veut pas comprendre, il voit que les choses se passent, lui, c'est bon, ça se passe comme si, ça aurait pu se passer autrement, c'est pas grave. Non, lui, il a déjà perdu. Il ne va pas pouvoir comprendre comment les choses se passent. Donc il faut être curieux, aussi bien de son environnement personnel que dans son environnement public. Et au-delà de l'aspect public ouvert au monde, il y a l'aspect institutionnel. Il faut avoir la curiosité des institutions dans lesquelles nous sommes. Et comprendre pourquoi il y a des gens qui, aujourd'hui, nous demandent d'aller voter. Est-ce vraiment pertinent d'aller voter ? Vous pouvez vous poser la question. Lorsque tous les candidats sont issus de listes d'éligibles sous contrôle, est-ce qu'aller voter changera vraiment quelque chose ? Est-ce que lorsque le décompte de voix dans notre pays est fait avec la même rectitude qu'aux États-Unis, est-ce que ça sert encore à quelque chose d'aller voter ? Tout ça, c'est des questions qu'on peut se poser, vous comprenez ? Alors évidemment, je ne vais pas vous recommander de faire ou de ne pas faire cette action, mais au moins j'essaie de vous sensibiliser à ces questions. La deuxième notion
sur laquelle il va falloir que vous vous penchiez, à côté d'être curieux, c'est la véracité. Parce que si vous êtes curieux de tout, vous allez perdre énormément de temps à étudier des chimères. Donc il va falloir se concentrer à chercher ce qui est vrai. Ça veut dire que vous allez considérer la vérité unique. C'est pas chacun sa vérité. On est bien d'accord. Il y a une vérité à rechercher, elle n'appartient à personne, elle est telle qu'elle est. Le but, c'est d'en avoir le discernement. Donc il va falloir s'appliquer. Et la notion de véracité est importante. Et Platon, lui, n'est pas très favorable à cette approche. Pour lui, la vérité est quelque chose de changeant. La vérité, une chose pourrait être ou ne pas être. Qui peut dire que cette table est une table, hein? Chacun son imagination. Au lieu que l'homme, mauvais en ce genre, a des incapacités de mentir, ainsi, ne pouvant mentir, il ne saurait devenir menteur, comme nous en sommes convenus. Donc pour Platon, il n'y a pas de menteur. On ne peut pas dire des choses fausses, même volontairement, puisque tout est idée, l'idée que j'ai, ainsi que l'idée que vous avez, toutes sont aussi légitimes l'une que l'autre. Donc si je dis A et que vous me dites moins A, tout a la même légitimité pour Platon. Et c'est très intéressant, parce que du coup, il n'y a plus de mesure. On ne prend plus la mesure des choses. On n'essaie pas de savoir ce qui est vraisemblable de ce qui ne l'est pas. Comprendre l'idéalisme, ça va chercher loin dans le trouble limite psychiatrique, hein, en fait. Mais ça a un fondement philosophique. Ensuite, il y a la continence, parce que dans les choses que nous découvrons, et en plus nous savons qu'elles sont vraies, parfois il y a des choses qui nous déplaisent. Néanmoins, c'est vrai. Même si ça nous déplaît, c'est vrai. Il va falloir encaisser. Ça, c'est la continence. C'est cette capacité que nous avons à avoir des passions qui émergent en nous, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec les propos qui nous sont dits, nous réagissons. Et la continence consiste à contenir tout ça, comme son nom l'indique. Continence est un terme qui vient de Cicéron. Aristote parle de maîtrise de soi. Mais c'est le même procédé mental qui est recherché. Et là-dessus, il y a deux extrêmes à éviter. Les stoïciens ne tiennent pas du tout compte des mouvements de l'âme, notamment des passions. Les épicuriens font l'inverse. Ils s'appliquent à en tenir compte. Et c'est la base de leur motivation. Le réalisme, lui, va chercher la médiété entre ces deux positions extrêmes. Il ne va pas éviter d'en tenir compte, il ne va pas non plus se référer à ses passions, il va en tenir compte, mais il va les contenir. Et lorsqu'on arrive à cet exercice, donc nous avons été curieux, nous avons découvert ce qui est vrai, en éloignant la fable, nous arrivons à la continence, parce que nous avons encaissé des choses qui nous ont déplu, alors nous sommes en état d'accéder à la connaissance véritable. Donc ces quatre notions, curiosité, véracité, continence, connaissance, je vais les articuler avec tout ce dont je vous ai parlé juste avant, le principe des contraires, et nous allons voir qu'eux aussi s'inscrivent dedans. Par exemple, la curiosité est une médiété entre la nonchalance et l'égarement. La véracité est une médiété entre la dissimulation et la fanfaronnade. La continence est une médiété entre l'irascibilité et la passivité. Et enfin, la connaissance, qui est une médiété entre l'ignorance et la superstition. Vous voyez que toutes ces notions s'articulent entre elles, elles font système. Donc quand vous en maîtrisez une, vous pouvez l'appliquer à l'autre et progresser comme ça dans votre pensée, et vous allez voir qu'il y a une organisation, un organon, une sorte de moyen que nous allons pouvoir utiliser pour déployer notre pensée. Cet effort-là, il faut le fournir pour accéder à la maturité. On n'est pas mature parce qu'on le décide. On aimerait bien l'être, mais c'est insuffisant. Il va falloir s'exercer à tout ça. Alors, lorsqu'on va un peu plus loin, on a vu que Platon considère qu'il n'y a pas d'homme qui ment. Le menteur n'existe pas. Aristote rétorque que si le plus souvent on prend pour véritable les choses fausses, il faut croire aussi qu'on ne donne pas toujours sa créance au véritable. Eh bien, on va appliquer cette phrase-là à la conclusion de Platon. Et donc, on en arrive à cette description que fait Aristote. L'un n'aime que la vérité, les autres n'aiment que le faux. Et lorsque Platon vous dit que le vrai et le faux, on ne les distingue pas, ou qu'on ne peut pas dire que cette table est bien une table, il est cet homme qui n'aime que le faux. Platon, du point de vue aristotélicien, se comporte dans son propos comme un sophiste. Et lorsqu'un esprit est bien réglé, on l'a vu, comme les obligations sont les mêmes pour les particuliers comme pour les collectivités, si l'esprit est bien réglé, l'État aboutit à des décisions vraisemblables, cohérentes, que l'on va soutenir. Et c'est ça qui va lui donner sa légitimité. Que sans elle, l'État perd de son efficacité, perd de sa potestas, se déconnecter pas seulement de la réalité, mais aussi de son peuple. Et on arrive ensuite à des mouvements de foule qui vont aller contre l'État. Ces mouvements de foule qui vont eux-mêmes altérer l'État, mais pas forcément dans le bon sens. Lorsque la foule prend le pouvoir,
Cicéron nous met en garde. La foule n'est pas formée. Donc, que va-t-il se passer? L'idéalisme va s'insérer dans les institutions. Et là, il y a 4 grandes déviances récurrentes. Des déviances, on est sûr de les retrouver. On les a vues à Athènes, on les a vues à la fin de l'Empire romain, justement, lors de la décadence. On les a vues dans tout le bassin méditerranéen. Et c'est de celle-ci dont je vais vous parler. La première, c'est le nominalisme. Vous devez certainement avoir entendu parler de ça. Comme si connaître le nom d'une chose suffisait à en avoir la science. Évidemment, Aristote dit que c'est faux. Un aveugle de naissance qui n'a jamais vu les couleurs de sa vie, il aura beau en employer les mots, il n'aura pas la moindre idée de ce que ces choses représentent. Donc, on ne peut pas se contenter d'employer un mot pour dire « j'emploie le mot, donc je sais de quoi il parle ». C'est faux. Il faut connaître les bonnes définitions. Alors, Platon, lui, dit « quand on sait ce qu'est le nom, comme le nom est semblable à la chose, on sait également ce qu'est celle-ci, puisque la connaissance des choses qui se ressemblent appartiennent à une seule et même science ». Donc pour Platon, quand on connaît le mot, on connaît la science. Alors il recommande souvent, mais pas toujours, le comportement vertueux. Et si tu veux bien faire les affaires de la République, il faut que tu donnes de la vertu à ses citoyens. Toutefois, il nous dit qu'il faut être poète pour la comprendre. La question que j'ai à te proposer aura pour objet la matière même de notre dispute, à savoir la vertu. Toute la différence qu'il y aura, c'est que je transporterai à la poésie. Ça, Aristote n'est pas du tout d'accord. La poésie, c'est pour motiver la partie irrationnelle de l'âme. La vertu, elle est dans l'action, elle n'a rien d'irrationnel. C'est même d'ailleurs un choix réfléchi, nous dit-il. L'homme mature devient vertueux, mais il faut d'abord qu'il ait acquis cette maturité, qu'il se mette à réfléchir. L'idéaliste conclut alors poétiquement que la vertu étant bonne, elle serait une science. Nous étions tombés d'accord que le bien n'était autre qu'une science. Là aussi, Aristote n'est pas d'accord. Le bien, c'est quelque chose que nous allons pouvoir expérimenter. Si je vous donne une science, vous pouvez ne rien en faire. Et cette science n'aura pas, finalement, d'effet. Donc vous n'en tirerez aucun bien. Alors que le bien que nous recherchons, c'est un bien que nous allons pouvoir vivre, nous allons pouvoir expérimenter. Aristote dénonce là que Platon n'avait absolument aucune conscience de ce qu'était réellement la vertu, et lorsqu'il parle de vertu, il parle d'une chose qu'il ne connaît pas. Et vous voyez que d'employer le mot ne suffit pas, et j'ai pris l'exemple de Platon qui parle de vertu alors qu'il ne sait pas de quoi il parle, finalement. Mais vous allez avoir ça pour tous les sujets. Alors je vais vous donner un autre exemple. À moins que ce soit votre nom de famille, les Griffons n'existent pas. Et si demain je fais un programme politique pour sauver les Griffons, je vais vous emmener dans une politique qui n'aura pas de sens, véritablement. Alors j'ai pris Griffon, ça aurait pu être n'importe quelle chimère. Alors maintenant, prenons cet exemple du Griffon, et évidemment on ne va pas faire de politique avec. Très bien. Mais alors, qu'est-ce qu'on observe en démocratie? La démocratie, on nous dit que les gens votent et c'est la volonté nationale, la volonté générale. Les réalistes ne sont pas du tout d'accord avec ça. Eux, ce qu'ils observent, c'est les volontés individuelles. Et on peut éventuellement concevoir un régime qui va organiser la domination du nombre de ceux qui s'expriment. Mais la domination du nombre n'a rien à voir avec la volonté générale. Ce qui se produit en réalité, lorsque vous votez, c'est qu'il y a une majorité qui va s'imposer à toutes les autres. Ça ne signifie pas que la volonté générale existe. Du point de vue réaliste, la volonté générale, c'est une idée. C'est quelque chose qui n'existe pas. Et si demain, je vous dis, organisons des élections, par exemple, pour essayer d'extraire cette volonté générale que nous recherchons, vous devriez me dire, comme pour les Griffons, mais ça n'existe pas. Pourquoi allons-nous mettre ça? C'est pas cohérent. Jamais dans un développement réaliste, historiquement, que ce soit celui de Cicéron, saint Thomas d'Aquin, Barthélemy de la Fémas, ou Étienne de la Boétie, ou Montaigne, jamais ils ne vous parleront de la volonté générale. Jamais. Parce qu'eux sont formés, et ils savent que ça n'existe pas. Donc vous, à votre tour, vous savez que lorsque quelqu'un vous parle des idées politiques, ce n'est pas quelqu'un de formé à la rhétorique ou à la politique. S'il vous parle de la volonté générale, vous savez aussi que c'est un idéaliste, donc quelqu'un de dangereux. À côté de cette dérive qui était le nominalisme que nous avons vu, il y en a une autre qui s'appelle le moralisme. Alors nous avons vu que le système des contraires permettait d'éviter l'approche dichotomique des oppositions simples. Le moralisme, lui, ne fait pas ces petites nuances. Alors il va tomber dans le puritanisme, l'ascétisme ou alors le pacifisme. Ça n'a rien à voir avec pacifique. Être pacifique, d'une part, ce n'est pas le pacifisme.
pacifisme, il va renoncer à la confrontation à tout prix. Il va se faire envahir, il va se faire occuper, il n'y a pas de souci, moi je ne veux pas partir en confrontation. Ça, c'est le pacifisme. Alors que le pacifique, lui, il voudrait éviter la guerre, mais il ne va pas hésiter à la faire s'il voit qu'il est contraint. Je donne un exemple simple. Lorsque vous voyez un pays dans lequel il se produit une arrivée massive et soudaine, alors ça pourrait être d'eau, là, les eaux, ou une arrivée massive et soudaine de grillons. Voilà, mais arrivée massive et soudaine, on a arrivé, c'est un genre catégorique antérieur, massive et soudaine, ce sont des accidents qui énoncent la différence, vous mettez les deux ensemble, vous avez une définition. Arrivée massive et soudaine, c'est la définition de quel mot ? Invasion, exactement. Donc lorsqu'un pays fait l'objet d'une invasion, on applique le principe, aucun pays d'aucune latitude ne souhaite faire l'objet d'une invasion. Si on est d'accord. Donc quelconque pays faisant l'objet d'une invasion est légitime à s'en défendre. On est d'accord. Bon. Le moralisme, lui, va considérer, par exemple, au nom du pacifisme, qu'il faut se laisser envahir, qu'il faut laisser la communauté du monde venir faire son partage. N'est-ce pas ? Alors évidemment, Tacite, lui, il met en garde. Hein. Donc il faut toujours faire très attention avec ce discours, aujourd'hui, on dirait mondialiste. Finalement, on s'y retrouve. Alors, face à cette déviance moraliste qui tend vers les extrêmes, qui ne considère pas les contraires, qui dit qu'il faut être parfait alors que la perfection n'existe pas dans ce monde, c'est un impératif irréalisable de dire qu'il faut se tenir dans la perfection. Il vaut mieux tendre vers la sainteté, c'est plus joliment dit. Et puis Aristote va s'opposer à tout ce moralisme. Il dit « Celui qui dévie légèrement de la droite ligne, que ce soit du côté de l'excès ou du côté du défaut, n'est pas répréhensible. » Il devrait l'être, a priori. Dans le moralisme, il le serait. Mais pas pour Aristote. L'est seulement celui dont les écarts sont par trop considérables. S'écarter de la vertu de façon significative. Pas un peu, mais beaucoup. Et c'est pareil dans le temps. Le vertueux n'est pas celui qui ne faute jamais, puisque la perfection n'existe pas. Il arrive aussi au vertueux de fauter. Ça fait partie des choses possibles. Mais dans le temps, il aura plutôt l'habitude de ne pas fauter. Et lorsque vous mettez ces gens au pouvoir, leur première fonction, ce sera de défendre la res publica, défendre la chose publique, le bien commun. Cette fonction de défendre la chose publique, ça porte un nom. Depuis les Hellènes, chez Rome et aussi chez les Français, c'est le nom de chevalier. Être chevalier, c'est d'abord être un juge extraordinaire de haute justice qui rend ses décisions en équité et non en légalité. Cicéron nous dit « La res publica est attaquée avec plus de force et de moyens qu'elle n'est défendue, parce qu'il ne faut qu'un signe pour soulever les pervers et les audacieux. Que dis-je ? Ils n'ont pas besoin qu'on les excite, ils se soulèvent d'eux-mêmes. Les honnêtes gens ont moins d'activité, ils négligent les premières atteintes du mal, ce n'est qu'à la dernière extrémité qu'enfin la nécessité elle-même les contraint d'agir. Et quelquefois, à force de lenteur et de délai, pour vouloir conserver le repos même sans l'honneur, ils perdent l'un et l'autre. Parmi ceux qui avaient eu l'intention de défendre la République, les uns se désistent par légèreté, les autres sont timides et restent dans l'inaction. Ceux-là seuls, les vertueux, persistent et souffrent tout pour elle. Ils sont des hommes tels que vos ancêtres. En France, si vous êtes de culture française, vous avez tous des histoires de chevaliers qui vous ont été racontées quand vous étiez petits. Eh bien, ce sont ces chevaliers qui ont fait la France. Et d'ailleurs, pour revenir aux idées dont je parlais au début, si vous lisez les chevaliers, ils vont tous vous dire que les idéalistes sont des dangers vraiment latents. Même si on cite par exemple Chateaubriand, il dit que le mauvais goût passe par les idées. C'est vraiment une culture aristocratique qui a identifié que c'est par les idées que passe la corruption d'un régime, et donc tous ceux qui sont idéalistes, il faut tout simplement les extraire de la pensée politique. Il ne faut plus qu'ils soient dans les cercles de délibération. Alors Platon, lui, dit exactement le contraire. Il faut délirer. Et plus on délire, plus on va loin, finalement, dans la perspective de notre humanité transcendantale inspirée par la réminiscence. Alors il dit « Eh bien, de tous les genres de délire, celui-là est selon moi le meilleur, soit dans ses causes, soit dans ses effets, pour celui qui les possède et pour celui à qui il se communique. Or, celui qui ressent ce délire et se passionne pour le beau, celui-là est désigné sous le nom d'amant. » Amant, c'est vraiment un terme dans la passion. L'amour est une passion, vous le savez. Et il faut faire très très attention avec cette tournure d'esprit, parce que dès qu'on fait appel à la passion, finalement, nous nourrissons la partie irrationnelle de l'âme.
ce n'est plus la raison qui prend le dessus. Alors évidemment, lorsque quelqu'un était pris par ses passions, il est très rare qu'il change d'orientation après. Platon le dit, chacun se choisit un amour analogue à son caractère, fait de cet amour son Dieu et se plaît à le former comme une statue pour l'adorer et célébrer ses mystères. Là, quelque part, Platon, je pense qu'il le sait, mais il décrit un comportement qui se rapproche de l'idolâtrie. Alors, Platon continue, j'aurais encore à citer beaucoup d'autres effets admirables du délire envoyé par les dieux, gardons-nous donc de le redouter, ne nous laissons pas effrayer par celui qui prétend prouver qu'on doit préférer un ami de sang-froid à un amant en délire. La victoire est à lui, donc à l'amant. Il privilégie l'amant irrationnel plutôt que l'amitié rationnelle. C'est quand même significatif. Mais nous, au contraire, nous voulons prouver que les dieux ont en vue notre plus grande félicité en nous accordant cette espèce de délire. Donc pour lui, le délire, se déconnecter comme ça de la partie rationnelle de l'âme, aller plonger dans les passions et notamment aller chercher son amant. Comme il dit, chacun se choisit son amour. Donc on n'est pas dans une démarche rationnelle, on est vraiment dans l'émotionnel, l'irrationnel. Et Platon en fait l'éloge finalement. Aristote réfute. L'homme qui vit sous l'empire de la passion ne saurait écouter un raisonnement qui cherche à le détourner de son vice, et il ne le comprendrait même pas. Là, il parle des idéalistes. Il y a certains idéalistes, comme ils ne savent penser qu'avec les idées, ils ne savent pas ce qu'est le raisonnement catégorique, ils ne se sont jamais penchés dessus, ils ne comprennent pas que le monde est organisé d'une certaine façon, et ils le réorganisent comme ils l'entendent. Mais ces gens-là, ils n'ont pas les bases de la pensée qui leur permettent d'avoir ce qu'Aristote appelle la droite pensée. Donc par conséquent, en matière de justice, ces mêmes idéalistes ne connaîtront pas certaines qualités de la justice, comme l'indulgence. Parce que l'homme indulgent est plus enclin à pardonner qu'à punir, nous dit Aristote. Nicomaque, livre 4, c'est le chapitre où il traite de la douceur de caractère, ce qui manifeste notre vertu. Si vous n'avez pas la douceur de caractère, alors vous n'avez pas la vertu. C'est aussi simple que ça. Et il dit qu'il faut la tester, il faut l'éprouver, en particulier chez nos amis, avant de nous engager dans une association. Donc ça peut être un couple qui va se marier, ça peut être des associés qui vont monter une boîte ensemble, ça peut être n'importe quoi. Il faut tester d'abord si la personne avec qui vous allez vous allier a cette maturité, a cette douceur de caractère. Et évidemment, il dit qu'ils sont facilement désunis ceux qui ne se sont pas éprouvés en la matière. Donc c'est vraiment stratégique. Donc évidemment, avant d'aller faire la guerre, vous allez vous entourer de manière intelligente. Donc lorsque Aristote a enseigné à Alexandre le Grand les différents pouvoirs politiques et qu'il a dressé la Grèce contre la menace perse, Alexandre a mis un entre-soi extrêmement rigoureux sur l'application de la méthode et notamment sur la notion d'amitié. Tous ont été éprouvés, envoyés au front avant de revenir et d'être pris au sérieux. Donc c'est très intéressant. Et puis il y a eu l'exemple de la chevalerie, des hommes attentifs à agir de la meilleure façon. Pline le Jeune, qui était chevalier, ami de Tacite, élève de Quintilien, enfin bon, on est au sommet de l'aristocratie romaine, il nous dit « Cela nous enseigne que nous ne devons désespérer de rien et ne compter sur rien, quand nous voyons tant de changements se succéder dans une révolution rapide. » Tout cet enseignement qui va nous faire quitter la fabula, dépasser la doxa et atteindre la recta, c'est précisément ce qui reste. C'est ces bonnes doctrines dont parlait Isocrate, qui, au milieu de tous ces tumultes, va nous permettre de prendre la mesure des choses. Alors, appliqué aux institutions, notamment dans la rédaction des institutions, se pose le problème du légalisme. Peut-être entendu parler de ça. Le légalisme est un droit privé d'éthique qui se borne à la lettre, et c'est une grave déviance politique qui permet d'identifier la tyrannie. Donc le légalisme est un point important. Le légalisme est cette déviance idéaliste qui prend la loi écrite comme seule source du droit et son application pour seule fin. Donc uniquement ce qui est écrit compte. C'est très grave, parce que si vous avez une loi inique, qui serait même contraire aux coutumes, Aristote recommande de ne jamais faire de loi contraire aux coutumes, cette loi doit être considérée comme fausse. Et si vous l'appliquez quand même, là vous tombez dans le légalisme. Je vous donne un exemple. Si en France demain, on avait un président progressiste qui, ouvert à la communauté du monde, aurait accueilli tout le Moyen-Orient, que la France deviendrait le Frankistan et qu'une loi votée par la majorité voudrait que l'arabe devienne la langue nationale, vous, Français, continuerez de parler français. Vous n'allez pas appliquer la loi. Elle est fausse d'office, cette loi. Donc,
Elle ne devrait pas être écrite. Et c'est de cette façon qu'on a une distinction dans la justice entre la loi écrite, qui est de plus basse autorité dans le droit, finalement. Au-dessus, nous avons la jurisprudence. Au-dessus encore, l'autorité de la coutume, qui n'a pas besoin d'être écrite, elle s'applique de fait. Et encore au-dessus de la coutume, le jugement en équité. Dans une institution légaliste, tout cela s'inverse. Le jugement en équité, nous n'avons plus le droit, le juge n'a plus le droit d'avoir l'équité comme fondement de sa décision. On l'enlève. La loi écrite devient le droit supérieur. Et lorsqu'on prend cette logique, on l'insère dans les institutions. Et c'est comme ça qu'on arrive à des États qui ont constitutionnalisé par écrit leur fonctionnement. C'est une déviance légaliste. Pendant plus de 1000 ans, avec les rois de France, nous n'avons pas eu de constitution écrite. Pourtant, ça tournait. Et puis, le légaliste fait la confusion entre le sage et l'honnête. L'honnête, c'est, je cite, celui qui ne demande pas plus que ce que les lois lui permettent. D'accord ? Le sage, selon Platon, c'est précisément l'homme honnête. Et c'est le législateur. Donc il va réduire la sagesse au niveau de la légalité. Tout ce qui est au-dessus, il ne le considère plus. Platon nous dit, cet homme est précisément le même que cet excellent législateur. L'effet de ces lois touchant les banquets doit être de faire passer à une disposition tout opposée ce buveur plein de confiance et de hardiesse, qui pousse l'impudence au-delà de toute borne, incapable de s'assujettir à l'ordre, de parler, de se taire, de boire et de chanter à son rang. Il faut que les lois s'introduisent discrètement en son cœur. Donc pour lui, c'est pas la vertu, c'est pas l'éthique, c'est les lois. S'introduit discrètement en son cœur pour s'opposer à l'invasion de l'impudence, la plus belle des craintes, cette crainte divine que nous avons appelée du nom de honte et de pudeur. Donc on a un légaliste qui réduit la vertu à ce que la loi lui dit de faire, et puis si vous n'obéissez pas à la loi, il faudrait que vous ayez honte. Bon. En tyrannie, par définition, les lois sont inéquitables. En tyrannie, par définition, le régime est déviant. Celui qui n'applique pas les lois du tyran, finalement, fait preuve de bon sens. Platon, lui, n'est pas d'accord. Étienne de la Boétie, lui, va réfuter cette approche platonicienne. Il nous dit « Le bon zèle et l'affection de ceux qui ont gardé malgré le temps la dévotion et la franchise. La liberté leur est toute ôtée sous le tyran de faire, de parler et quasi de penser. » Donc quand vous tombez dans un légalisme, finalement vous vous enfermez dans un cadre. Étienne de la Boétie nous dit que c'est un des moyens par lesquels nous devenons esclaves naturels. Voilà, pour reprendre l'expression aristotélicienne. Alors Aristote, déjà dans les Politiques, livre 3, nous disait que le légalisme était un danger. Et il précise que, évidemment, la lettre et la loi ne peuvent jamais, pour les mêmes motifs, constituer un bon gouvernement. Donc si quelqu'un vous vend une constitution, ce n'est pas comme ça qu'on fait un bon gouvernement, du point de vue réaliste. On est dans une déviance idéaliste. Alors, vous avez vu, dans les institutions européennes, il n'y a pas qu'en France, quasiment tous les États sont tombés dans cette déviance. C'est un critère significatif que les choses peuvent être améliorées. Et Ménandre, dans sa pièce sur le législateur, nous dit « Quoi, il a observé la loi, c'est tout alors, il ne l'a qu'observé. Dans ce cas, c'est trop fort. Seule la loi écrite est pleinement contente. Celui qui se comporte ainsi doit redouter le bourreau plus encore que la légalité. La loi, ce n'est pas le droit. » Il faut bien que vous le compreniez. Beaucoup d'idéalistes vont vous faire croire que la loi, c'est le droit. C'est faux. Si la loi est inique, si elle est contraire à l'intérêt de la res publica, donc à la préservation du bien commun, cette loi ne doit pas être appliquée. Et l'homme libre, lui, sait pondérer son action en fonction des lois, certes, mais il sait aussi sortir de ce cadre légal. Et puis, le légalisme implique un certain formalisme. On n'est plus sur le fond, on est sur la forme. Alors évidemment, les classiques nous avaient mis en garde contre ça. C'est pour les personnes que le droit a été fait, nous dit Justinien, et persona, c'est l'être humain capable d'avoir des droits. Très bien, Justinien, mais pourquoi est-ce que le droit a été fait pour nous ? C'est Théophraste qui va donner l'argument, car les affaires ne se font pas au vu des lois, ce sont au contraire les lois qui se font au vu des affaires. Le légalisme est capable d'inverser cet ordre. Donc il faut bien le comprendre. Et lorsque, pour des raisons de sécurité, on vous prend un prétexte sanitaire ou je ne sais quoi pour vous empêcher de pouvoir librement circuler, vous rassembler, pouvoir délibérer, vous avez un trait significatif d'un légalisme qui est donc conséquent du caractère tyrannique du régime. Même si le régime s'en garde.
cette perspective, évidemment, on en revient à Platon, parce que c'est lui, dans son traité des lois, qui propose ça. De tous les idéalismes, vous verrez, quelles que soient les époques, finalement, ils reviennent sur Platon. Il nous dit qu'il faut toujours utiliser un préambule. C'est intéressant, ça. On rédige une loi, on fait un préambule. Bon, pourquoi ? La droite raison dit au contraire, la loi, elle doit être claire d'office. Il ne faut pas qu'on ait besoin d'un texte à part pour l'interpréter. Sinon, elle n'est plus compréhensible par tous. La loi, elle concerne tout le monde. Il faut qu'on y arrive sans avoir de préambule. Et c'est ce qui s'est passé, concrètement. Dans tout l'Ancien Régime, les textes étaient écrits sans préambule. La Révolution arrive. Qu'est-ce qui se passe ? Déclaration des droits de l'homme, on commence avec quoi ? Un préambule. C'est-à-dire, on reprend les parties telles que Platon les préconise. Aristote dit, c'est absurde, de toute façon la loi n'a qu'une portée qui concerne le plus grand nombre de cas, mais qui ne considère pas les exceptions. La loi est incapable de gérer ces exceptions. Et il nous dit, il y a une foule de choses où le législateur est dans l'impuissance de déterminer avec précision les cas particuliers pour lesquels il ne dispose que d'une manière générale. Il faut savoir que le législateur qui dispose d'une manière générale, pour Aristote, penser en général, c'est penser dans le vide. Donc vous pouvez faire le parallèle où bien souvent les lois sont pensées dans le vide. Ce n'est pas elles qui doivent faire le droit, c'est le juge qui fait le droit. C'est la décision du juge qui est le droit, concrètement, indépendamment de ce que les lois préconisent. Et alors, pour vous reprendre l'exemple historique, à partir du règne de Philippe Ier, les actes majoritairement n'ont plus de préambule. En France, pas de préambule. Philippe Ier, ça date. Cette tendance s'accentue sous Louis VI et Louis VII, pour quasiment disparaître sous Philippe Auguste. Donc, préambule, de plus en plus, on s'en passe. Parce qu'on a compris que les lois doivent être efficaces, que dès qu'on les lit, on doit comprendre, immédiatement. Pour les 7 dernières années de son règne, donc à Philippe Auguste, entre 1217 et 1223, seul un préambule est attesté pour 425 actes conservés. Ça vous donne une bonne proportion. Donc là, à cette époque-là, on n'était pas dans un idéalisme. Il y avait des gens réalistes au pouvoir. À l'inverse, dans la modernité, vous regardez la plupart des États européens, ils ont tous des préambules à la plupart de leurs lois. Et c'est une catastrophe. Du point de vue législatif, c'est vraiment... du point de vue de l'évolution du droit, c'est vraiment une dégradation du droit. Évidemment, avec le retour des idéalistes au pouvoir, les préambules à revenir à la mode. Ça, on l'a vu donc à la Révolution. Et puis la quatrième déviance, c'est l'athéisme d'État. C'est-à-dire qu'on va volontairement se priver du sacré. On va volontairement se priver de ce qui est réputé être l'objet d'une préservation pour le bien commun. Alors évidemment, l'Église, notamment avec Léon XIII, dans l'encyclique Immortale Dei, avait condamné cette approche. Il avait dit que c'est un crime public que d'agir comme si Dieu n'existait pas, mais quand même ils le font. Je pense aussi au chevalier de Charette qui a fait un discours devant ses officiers et qui nous dit « Il est vieux comme le diable leur monde qu'ils disent nouveau et qu'ils veulent fonder en l'absence de Dieu. » Il n'y a rien de nouveau. Tout ça, c'est des choses qu'on avait vues sous l'Empire romain et à l'époque de la Grèce antique. Évidemment, il va falloir se battre contre ça lorsqu'on est réaliste et qu'on tient au sacré. Alors, j'aime citer une phrase de Fénelon dans Une pensée pour chaque jour, la 13e. Il dit « Ô Dieu, donnez-moi la grâce d'être fidèle dans l'action. » Parce que le sacré, lorsqu'on en tient compte, lorsqu'on prend ça en considération, ça va altérer nos initiatives. Et vous allez devenir un autre homme si vous êtes édifié que si vous ne l'êtes pas. Édifié au sacré, évidemment. Alors, quel est l'avantage pour ces gens de détruire le sacré ? C'est très simple. Tout ce qui est sacré, c'est ce qui doit être préservé. La vérité, c'est l'un des éléments les plus sacrés qui soit. Si vous cassez le sacré, vous pouvez vous permettre de casser la vérité. Et l'on revient en cassant le sacré dans une logique qui préconise chacun sa vérité. Il n'y a plus une vérité à rechercher. Donc casser le sacré, c'est essayer de détruire cette approche qui cherche la vérité unique. Alors évidemment, Étienne de la Boétie est très dur avec ceux qui ne sont pas fidèles dans l'action. Il leur dit « Seuls les lâches et les engourdis ne savent ni endurer le mal, ni récupérer le bien qu'ils se bornent à convoiter. » Donc il faut y aller, quoi. Désolé, mais il faut y aller. Donc nous avons vu les 4 grandes déviances idéalistes les plus récurrentes. Alors qu'est-ce que l'on peut en conclure ? Il faudrait prendre une heure de plus ensuite pour faire une analytique comparée de nos institutions avec ce qui vient d'être dit. Évidemment, nous n'avons pas le temps, donc je vais écourter. Ce qui est intéressant,
nous dit Aristote, c'est que toutes les vigilances que l'on a avec nos amis, lorsqu'on prend soin de nos amis, il faut aussi les avoir avec nos institutions. Souhaiteriez-vous que vos amis deviennent idéalistes, complètement perchés, déconnectés de la réalité ? Non. Vous souhaiteriez plutôt qu'ils acquièrent de la maturité et qu'ils restent réalistes. Eh bien, c'est exactement cette même démarche qu'il faut avoir avec nos institutions. Il faut chercher à les préserver et que tous ceux qui rentrent dans ces institutions pour participer aux délibérations, si vous entendez quelqu'un dire que c'est un idéaliste, qu'il est là pour essayer de satisfaire la volonté générale, qu'il a beaucoup d'idées politiques, qu'il soit de droite comme de gauche, c'est la même bouillie intellectuelle finalement, l'idéalisme. Isocrate nous dit « Apprenez à discerner l'ami véritable du flatteur artificieux et jamais vous ne favoriserez le vice au préjudice de la vertu. » Cela s'applique aussi bien pour nos institutions que pour nos amitiés. Évidemment, attention aux faux prophètes avec des beaux costumes cravates. C'est souvent un habit où celui qui est le plus animé de candeur lui donnera du crédit parce qu'il aura l'habit adéquat. Évidemment, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. D'ailleurs, Platon, lui, soutenait que tout était dans les apparences. Il nous dit « Il est pourtant juste qu'un homme chargé des plus grandes affaires ait aussi des plus grandes lumières. A priori, puisqu'il a les plus grandes affaires, c'est donc qu'il a les plus grandes lumières. Ah non, il y a la corruption qui peut élever des hommes qui sont indignes à avoir certains postes. Et Montaigne nous rappelle que la gravité, la robe et la fortune de celui qui parle donnent souvent crédit à des propos vains et ineptes. Et il faut reconnaître les idéalistes parmi ces gens en costume, parce que eux, ce sont des gens qui formulent des propos vains et ineptes. Vus depuis un chevalier, le seigneur de Montaigne. Isocrate, à ce sujet, nous dit « Estimez surtout l'homme sage qui a des grandes vues, et soyez persuadés qu'un ami de bons conseils est de tous les biens le plus précieux, le plus nécessaire, le plus digne d'un roi. » Or, c'est vous, les rois, aujourd'hui. C'est vous qui gouvernez vos vies, vous êtes les maîtres de votre vie. Vous devez avoir avec votre vie une attitude royale. Et lorsque vous l'aurez acquise, vous allez aussi pouvoir vous épanouir de manière rhétorique et politique pour vous occuper de vos institutions. Essayez à votre tour de sensibiliser les gens à être vigilants contre les idéalismes, parce que ce sont les idéalismes qui nous causent du tort. C'est vraiment stratégique à comprendre. Et ce n'est pas parce que certains régimes dans certains pays mettent ces rois plus bas que terre qu'il faut arrêter de se battre. Même si votre condition, vous avez l'impression qu'elle est souterraine, il faut néanmoins chercher à revenir à la surface. Et pour y parvenir, Aristote nous met en garde. Il nous dit bien « Les biens extérieurs qui ne dépendent pas de la vertu sont la naissance, la taille, la beauté et la richesse. Et ce n'est par aucun de ces moyens que l'on accède à un état légitime, un état qui mérite de nous gouverner. Si sa seule action consiste à essayer de faire une acquisition de biens extérieurs, on va droit dans le mur. C'est vraiment les biens intérieurs qu'il va falloir cultiver. Et finalement, développer le bien commun, prendre soin de la res publica, c'est d'abord prendre soin de l'édification des gens qui sont sous l'autorité du gouvernement. C'est ça la première prérogative. Parce que même si, par exemple, vous augmentez considérablement les mesures sécuritaires pour empêcher que la société parte à volo, tant que vous n'édifiez pas les gens, tant que vous ne faites que les punir ou les empêcher, parce que la loi ne fonctionne que par l'empêchement, il faudrait faire une conférence sur la législation pour le détailler, mais on ne peut pas aller au-delà de l'action doxastique et atteindre la recta si on reste dans un logiciel idéaliste. Qu'on mette donc tout en œuvre, désormais, juge, personne dans cette cause ne peut faillir qu'à vos propres risques. Parce que chaque fois que vous allez renoncer à écarter un idéaliste des délibérations, il va vous nuire par action ricochet, c'est-à-dire que ces idées vont être directrices de l'action politique. Alors ces idées, vous savez qu'elles n'existent pas. Donc tous ces éléments permettent de créer une vigilance, permettent d'édifier l'âme pour atteindre la vérité qui est unique. Et c'est en quittant ce logiciel idéaliste qui s'immisce comme le serpent, nous dit Cicéron. Nous devons prendre soin de ne pas couper que la tête, sinon le corps reste tout entier. Donc il ne faut pas couper que le chef. C'est tous les idéalistes qu'il faut pointer et extraire des délibérations publiques. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et je vous remercie de votre attention.
c'est bien. Des questions, du coup, on a une quinzaine de minutes. Oui, parfait. On peut même durer un peu. Oui. Une zone juridique qui venait de différentes régions françaises, qui n'avaient pas du tout la même, on va dire, tradition juridique. Oui. Du coup, il y a quand même un peu de... Enfin, il y a quand même des idées, en fait, là-dedans, en fait. Il y a beaucoup d'idées, oui, tout à fait. Alors je crois que vous avez très bien saisi que derrière le légalisme et son apparente bienveillance se cachait une volonté d'uniformiser le droit et de rompre avec les privilèges des provinces. D'abord, Napoléon n'est pas nouveau dans cet exercice, puisque Justinien avait fait aussi cet exercice. D'autres avant lui, d'ailleurs, s'y étaient exercés, mais leur projet a été avorté. On peut dire que Napoléon, notamment par sa codification, impose le légalisme, sans aucun doute. S'il avait voulu sortir de cela, il aurait rétabli les tribunaux d'épée, qui rendent la haute justice en équité et non en légalité. Donc c'est nos chevaliers, quoi. Lui, il voulait pas ça. Lui, il avait quand même une éducation très ésotérique, très maçonnique. Du coup, la confiance dans la vertu de l'homme est inexistante. Il le dit lui-même, en politique, la vertu nada. Lorsqu'on prend ça en considération avec son développement du Code civil, il est clair que c'est une volonté de sa part d'affirmer le légalisme de la République face aux institutions françaises. Et c'est une époque où il y avait encore beaucoup d'arbitrage. Vous voyez ? Alors l'arbitrage, lui, il n'est pas légal dans sa dynamique. Vous voyez ? Donc Napoléon voulait briser ça. De la même façon que le pays avait une certaine autonomie financière, Napoléon a donné la Banque de France au privé. Donc on a perdu encore de notre autonomie. Donc on perd de notre autonomie du point de vue légal. Les lois vont encadrer de façon nationale en plus. Ça veut dire que tout ce qui est coutume provinciale, comme vous l'avez souligné, se fait briser par la loi, en quelque sorte. Et de l'autre côté, de manière financière, il nous fait le même coup en nous privant de notre autonomie avec la Banque de France qui circule dans les mains des bourgeois, quoi. Et ce qui s'est appelé ensuite la Banque de France n'était plus française. C'est une banque privée qui appartenait à des privés. Cette volonté qu'a eue Napoléon d'affirmer le légalisme, finalement, c'est un encadrement de l'homme honnête. Donc l'homme honnête, vous allez me dire, c'est bien d'être honnête. Parce que l'homme honnête, on l'a vu, c'est celui qui ne demande pas plus que ce que les lois lui permettent. Pour les réalistes, ce n'est que le premier niveau d'édification. Donc, vous savez, il y a la sauvagerie, la barbarie, la civilisation. Dans la sauvagerie, le droit est considéré comme clanique ou seulement oral. Il n'a pas d'institution établie qui permette de faire... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le droit. Dans la sauvagerie, il y a un droit. Chez les barbares, il y a des lois. L'Empire perse était blindé de lois. Il y en avait partout. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des lois qu'on n'est pas en barbarie. Ce n'est pas la loi qui est déterminante de la civilisation. La civilisation, au contraire, c'est l'accès au tribunal de haute justice. C'est ça le plus important. Être civilisé, c'est accéder au jugement en équité. Lorsque Napoléon a fait son code, il nous a contraint à la justice de robe, donc qui juge en légalité. Et il n'a pas remis des tribunaux d'épée, qui jugent en équité. Donc il est dans cette poursuite idéaliste du légalisme. Il est vraiment dans la continuité. Et pourquoi une justice de robe ne veut pas juger en équité ? Ah, parce que c'est interdit à la robe de faire ça. De tout temps. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une première instance, on prend des juges qui n'ont pas reçu l'édification de la vertu, mais qui connaissent les lois. C'est ça la robe. Et le propre du juge, ça va être d'adapter la loi générale au contexte particulier ? Si la loi permet une qualification de la sorte, oui. Mais on reste dans un cadre légal. Mais il va devoir poser un jugement équitable. Ben non. L'équité, même encore aujourd'hui dans le Code civil, vous ne pouvez pas prendre l'équité comme source du droit. Vous devez prendre le texte de la loi. Vous êtes contraint à la lettre. Alors, Barthélemy de la Fémas dénonce cette procédé. Il dit que parfois, il y a des États qui, à la suasion des lois, commettent les pires iniquités. Donc on a les lois qui établissent ces choses d'une certaine façon, et en les appliquant, on arrive à des iniquités. Alors mais aujourd'hui encore, hein, il y en a beaucoup, la légalité n'a rien à voir avec la justesse. Vous pouvez avoir un système légal mis en place où on arrive à des aberrations absolument rocambolesques. Alors il y a une règle en droit, Tacite l'énonce, lorsque l'État devient dégénéré,
il se met à multiplier ces lois. Et là, il y en a trop depuis le Covid, on voit toutes les semaines des lois. Là, vous appliquez au cas d'espèce en France, mais moi, je vous parle d'un cas universel. Dès qu'un État dégénère, le nombre de ces lois explose. Alors évidemment, si la loi suffisait à nous rendre heureux, avec les énormes législations que nous avons aujourd'hui, nous devrions être absolument en état de béatitude totale. Alors, c'est un gros problème, ça. C'est un peu comme le soldat du tyran qui sait qu'il sert une tyrannie, mais qui va quand même exécuter les ordres. À un moment donné, on est fatigué. Il faut en fait être dépourvu d'éthique pour faire ça. Il faut bien que vous rendiez compte que dans les régimes décadents, l'État prend soin volontairement de vous rendre ignorant de ces disciplines. Quelqu'un qui est sans éthique et sans logique, pour Aristote, il n'a même pas le prérequis pour commencer à délibérer. Oui. Il ne peut pas délibérer. Et l'État tyrannique veut cela pour ses concitoyens. La maçonnerie voudrait bien être considérée comme aristocratie, Exactement. mais elles n'ont rien à voir. On est quand même dans des milieux favorisés. Et là, on voit de plus en plus de gens normaux être recrutés. La maçonnerie, elle recrute comme la République recrute ses candidats. Tous les points qu'on a vus là, les 4 grandes déviances idéalistes, vous allez les retrouver chez tous les candidats de la République. Vous prenez de l'extrême droite à l'extrême gauche, vous avez que des pensées qui sont laïcardes, démocrates, légalistes et déterministes, avec cette déviance moraliste qu'on a évoquée et tout le reste. Tout ça fait partie de la tournure d'esprit qui est recherchée par eux. Parce que si ces gens-là, les idéalistes, rentrent dans les délibérations politiques, ils occupent du temps, ils deviennent chronophages, et mécaniquement, ils excluent les personnes qui ont la droite raison des débats. Tant que vous donnez la parole dans les médias à quelqu'un qui est idéaliste, ce temps-là est perdu. Il ne peut pas être employé par quelqu'un de réaliste qui va pouvoir s'en servir. Donc il y a une opposition apparente qui n'est pas réelle, donc entre gens qui ont la même pensée, mais qui vont mettre en scène en quelque sorte une opposition. Mais finalement, quand vous regardez la tournure d'esprit de ces gens, vous vous rendez compte qu'ils ont toutes les déviances idéalistes qu'on vient d'évoquer aujourd'hui. C'est la condition pour être sur une liste d'éligibles de la République. Donc, ils sont tous dangereux. Donc ils devraient tous être exclus des délibérations, en tout cas en France. Après, ils peuvent en faire ça ailleurs, mais oui. Merci pour vos réponses. Je pense que s'il y a d'autres questions... Oui, n'hésitez pas. Merci à vous. Si vous voulez vous intéresser à l'histoire de saint Thomas, à la génération de sa pensée, vous allez découvrir très tôt qu'il était chevalier. Saint Thomas est d'abord un chevalier, avant d'être devenu un homme d'église. Il avait vocation à prendre un titre. Ouais, il était d'une famille noble. Voilà, donc il a reçu cette instruction spéciale dont parle Aristote, qui édifie l'âme, justement, à la méthode. Donc ensuite, il l'a appliqué, il a vu les révélations, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appliqué. Oui, il a utilisé, bien sûr. Voilà, donc cette philosophie réaliste qui a ensuite reçu la lumière de la révélation a permis ce que vous appelez la philosophie chrétienne, mais pour moi elle n'est pas chrétienne, elle est catholique précisément. Oui, Parce que les chrétiens, les protestants aussi se revendiquent chrétiens et ils ne sont pas du tout méthodiques. Enfin, les chrétiennes dans le sens catholique. Oui, dans le sens catholique. Oui, bien sûr. Là on est d'accord. Oui. Le réalisme philosophique, c'est la base de la pensée de saint Thomas en ce qui concerne la philosophie. Et puis son autre base sur laquelle il se fonde, c'est la révélation. Oui, bien sûr. Et il va conjuguer les deux pour créer la Somme et d'autres ouvrages. Si celui qui essaie et qui y parvient se fait sanctionner, à ce moment-là, se défendre n'est plus légitime. Et là, il y a un gros problème de droit qui se pose. Si se défendre n'est plus légitime, ça veut dire que, allez-y, j'ouvre ma porte, venez me dépouiller, venez violer mes enfants, servez-vous, quoi. Il y a ce problème-là un petit peu dans la législation française. Comment est-ce qu'en France, est-ce qu'on peut arriver à ce problème-là? Justement, à cause du légalisme. Oui. Donc vous savez à quel point la publicité est forte, à quel point le cinéma est une arme de destruction massive finalement. Tout à fait. C'en est une. Mais moi je deviens idéaliste quand je regarde un film, mais non c'est beau, c'est vertueux, ça déploie des tas de trucs. C'est fait pour. Et je suis épris qu'il y a ce mimétisme dont parlait René Girard et qui est dangereux. Tout à fait. Et vous avez une très bonne intuition d'avoir souligné ça, justement ce danger des arts poétiques,
Cicéron lui-même mettait en garde contre les poètes. Quand on est petit, il y a une part de mimétisme. Et qui est essentiel. Et en grandissant, on arrive à s'en détacher. Alors, Donc, les on s'en héros, collective, c'est une d'accord, notion une communauté. poétique, justement. Mais les saints, là, ce sont des gens qui ont été grands et qui ont vécu. Oui. Ce n'est pas comme les héros de Homère dans l'Iliade, par exemple. La Roche-Jacquemin, est-ce que c'est quelqu'un dont on peut s'inspirer, par exemple? Ah bah oui, Il n'a pas été évidemment. canonisé. C'est comme le chevalier de Charette, par exemple. Il n'a pas été canonisé, mais c'est quelqu'un de tout à fait remarquable. Vous avez des gens qui ont une approche idéaliste de la monarchie. Oui, mais ils sont idéalistes, donc ils nous envoient dans le mur. Mais là, ça va peut-être beaucoup. Mais évidemment. Oui, mais c'est Mais c'est pour ça. Justement, ils sont là, c'est acheteur. Vous avez raison. On ne peut pas admirer, mais. La plupart sont esclaves naturels. La plupart. Et ceux La qui- foule, Cicéron dit, dès qu'une chose est louée par la foule, c'est suspect. Donc, drapeau bleu, blanc, rouge. Ou le rouge, plutôt. Oui, c'est plus le rouge. Mais même, d'accord, ok. Oui, c'est plus le rouge. Mais bizarrement, c'est plus le rouge, oui, oui. Ouais, bien J'ai sûr. envie de vous dire que sur un drapeau de France, le rouge, c'est pas pour représenter le cœur du Ouais, bien Christ, sûr. Oui, voilà, oui, oui. c'est d'une couleur vulgaire. Oui, non, mais dans le contexte, oui, d'accord. Voilà. Le drapeau du baron Pinotto, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est un cœur rouge entouré d'un cœur bleu, entouré d'un cercle rayonnant avec les fleurs de lys autour. Il est magnifique. Il est magnifique. C'est lui qui devrait être notre drapeau de France. C'est son drapeau à lui qui devrait être drapeau de France. C'est le drapeau de Pinotto, qui est dessiné par Pinotto, qui devrait devenir drapeau de France. Il n'y a pas les bandes de la Révolution, et il y a tout l'héritage culturel qui est présent, qui relate l'amour christique, tout y est, quoi. Mais alors, ce qui est incroyable, il y a la haine de la fleur de lys, c'est quand même bien répandue. Non. Oh. Chez la plupart des apatrides ou des déracinés, mais pas Ouais, chez les Je Français. dirais plutôt la méconnaissance de la peur de Voilà. Mais ils déploient leur propre logique, en Je fait. parle des gens qui sont au pouvoir, mais aussi des gens dans le milieu culturel. Ils sont pas fatigués. Parce qu'à un moment donné, on fatigue, on lâche. Mais ils font que ça. Oui, mais bon, Ils ont grandi comme Oui, mais on idéalistes. fatigue. Ouais, mais on peut Ils grandir. vivent dans leur imagination. Concrètement, c'est quoi vos recommandations politiques? J'ai compris qu'il Oui. fallait s'impliquer dans les mairies, mais enfin voilà, on dirait ça. Oui. Écarter toutes les personnes qui étaient des idéalistes, mais à à part fait. ça, est-ce qu'il y a d'autres, est-ce que vous avez d'autres recommandations? La première, je veux dire, dans l'état déplorable dans lequel sont les gens, c'est de faire le maximum pour qu'un maximum soit édifié. Ouais. Donc si demain, vous, faites l'effort d'apprendre la méthode, vraiment vous êtes rigoureux, vous développez une grande rectitude, ça va s'entendre, hein. Votre façon de vous exprimer, le charisme que vous avez dégagé, il va tout de suite y avoir une différence. Si vous en faites usage pour le bien de votre patrie, alors là, Cicéron nous dit, c'est déjà le début de la vertu. Voilà. On y est. On devient vertueux. D'accord. Donc il faut déployer l'éthique, la logique, la rhétorique, la politique, physique, métaphysique, traité de l'âme, etc. Tout ça, il faut le maîtriser. Et puis quand vous avez bien ça en tête, vous regardez comment ceux qui avaient déjà ça en tête avant vous l'ont mis en œuvre. Donc là, c'est Cicéron, Tacite, Pline le Jeune, Quintilien, tous ces gens-là, dans la Romanitas, c'est simple. Ça vous donne de bonnes bases, des exemples. Après la théorie, ça vous donne des exemples pratiques. Et puis à votre tour, vous allez transmettre ça. Et peut-être que demain, ce sera vous qui serez le Cicéron qui allait libérer la Respublica du méchant tyran. Voilà. Parce que Cicéron l'a fait, lui. Ah ouais. Lui, il n'a plus rien à prouver. Il a dégagé les tyrans. Mais, Catilina, il s'est pris la fessée quand mais Cicéron en est fait, passé. ce que vous recommandez en quelque sorte, c'est d'être vraiment vertueux de manière individuelle. Oui. Et de cette manière rayonner dans la société. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut déployer cette vertu en politique. Mais si on pense à organisation politique ou On en a parlé là, Ouais. je pense que la priorité c'est de pouvoir rétablir les tribunaux d'épée. D'accord. C'est ça la Mais priorité. est-ce que vous pensez qu'il faut revenir à une royauté? Est-ce qu'il y a ce type de réflexion ou, Ah oui, il faut revenir au régime royal. D'accord. Pas à la monarchie, au régime royal. Donc, Pas pareil, hein. Monarchie, régime royal, il y a une petite différence. Donc royauté française, quoi, de type française, Voilà, comme elle a régime toujours mixte, été. voilà, avec sa chevalerie, son roi et la politeia édifiée. Avec un sacre à Reims. Avec un sacre à Reims si possible, ce serait bien. Mais il peut être à Chartres aussi. hein. Ta Chartres aussi. Voilà. C'est vrai. Et avec, Il y en a eu qu'un. Oui, il y en a eu qu'un, mais c'est possible. Il y en a eu d'autres à Saint-Denis. Ouais, il peut être partout après. Après tout, il peut être partout en France. Au Mont-Saint-Michel. Il faudrait quand même un bon archevêque quand même. Au Mont-Saint-Michel, ce serait bien. Ouais, ça serait pas mal, ça serait j'allais dire symbolique, mais oui, ça serait Oui, quand ce même pas mal. serait vraiment le retour du combat contre les forces du mal. Alors quel art sert l'État? L'art qui sert l'État, c'est la rhétorique. Tout passe par la rhétorique. Tout passe par la rhétorique. Oui, C'est valable dans tous les domaines. tous les domaines, c'est universel. Pour être vertueux, il faut avoir les outils du langage. Ça se manifeste, la vertu. Ce n'est pas une personne timide. Et un roi, il arrive, il s'assoit, il est roi, quoi. On arrête de rigoler, quoi. Oui.
À bientôt.